Basile, c'est un gars qui réalise toutes sortes de projets, des clips, des pubs, des documentaires et même plus récemment un manga. Il s'intéresse à plein de choses et plein de gens et il a surtout une volonté de fédérer autour de lui que je trouve assez remarquable. Et chaque fois qu'il me raconte une de ses aventures, je sens vraiment beaucoup de passion. C'est quelqu'un que je trouve assez fascinant sur sa capacité à développer ses projets et à avoir une maturité déjà sur le milieu qui l'entoure. Je lui ai parlé du podcast il y a plus d'1 an et il m'a de suite encouragé à le faire. Et récemment, il m'a encouragé en me disant « J'ai eu le temps de faire l'Everest, t'as toujours pas lancé ton podcast ». Cette phrase, elle a résonné fort dans ma tête. Du coup, voilà, on a parlé de création, d'IA, de son parcours, cette industrie et comment il se voyait se développer là-dedans. Je me posais la question parce que pourquoi, comme t'as été quelqu'un qui m'a beaucoup incité à faire ce truc-là, pourquoi tu fais ça? Et est-ce que t'aimes bien jeter les gens un peu... jeter les gens dans l'eau? Je décrivais ça comme ça. Ah, c'est marrant. Ouais, de ouf. En vrai, jeter les gens dans l'eau, c'est parce que moi, je suis un peu croyant de la méthodologie de... c'est le mouvement qui donne l'information. Et quand tu fais, t'apprendras des choses plus que quand tu théorises. Je sais pas, tu sais, ce que je te disais sur le concept de plan de carrière. C'est délicat de se dire... ma carrière, elle va ressembler à ça, 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 ça. C'est ça ce que j'ai prévu. Et du coup, c'est pour ça que moi, je te dis, fais ton podcast. Parce que, en vrai, tu verras ce que ça devient. Ça ne peut qu'en devenir du bien. Pour moi, c'est le truc qu'on a besoin. Surtout quand... Enfin, j'allais dire surtout quand tu commences, mais même pas, en fait. C'est vraiment enfin, tu vois, il y a trop de mecs que tu as envie d'interviewer, de qui j'ai envie d'entendre l'interview, en fait, tu vois. Et du coup, je suis en mode, mec, fais-le parce que t'es égoïste de le garder pour toi. Donc, je veux l'entendre, ce truc-là, et ça va m'apprendre, tu vois. Et je pense que tout le monde a à apprendre de tout le monde. Donc, c'est pour ça. C'est qui les premières personnes... Enfin, les premières personnes... Est-ce que, quand je te dis, est-ce que tu as lancé des gens dans l'eau, à qui tu penses en premier? Et est-ce que tu as toujours été comme ça, du coup? J'ai pas toujours été comme ça, mais je pense qu'en faisant des projets, j'ai appris vraiment ce truc, cette théorie-là, hein, tu vois, de quand tu fais, t'apprends plein de choses, et du coup, j'ai envie de la partager. Et je pense que, enfin, tu vois, au début, j'étais nul, quoi. Vraiment, j'étais nul dans tous les trucs que je faisais. Et j'ai un peu développé mon goût, mon savoir-faire, parce que je faisais des choses, tu vois. Quand j'avais 17 ans, j'ai fait plein de clips de rap. Ils étaient tous de mauvais goût, tu vois, vraiment. J'étais fin lycée, tu vois. Mais en fait, si je les faisais pas, ces trucs-là, si je les avais pas fait, j'aurais pas appris tout ce que j'ai appris. Mais j'ai pas réfléchi à cette époque-là, quand je le faisais, en me disant, là, stratégiquement, il faut que je fasse ça, ça va m'apprendre ça, tu vois. C'était inconscient, j'étais en mouvement et je fabriquais tout le temps. Je pense que le fait de faire apprend. C'est quoi, du coup, le premier tournage que tu as fait? Je crois que j'avais 7-8 ans. Ok. J'ai commencé jeune. Et avec ma tante, on avait fait un reportage sur des poules, je crois. Ok. Et du coup, à 8 ans, j'ai voulu acheter une caméra à Noël, enfin demander à mes parents d'acheter une caméra à Noël, que j'ai pas utilisée tout de suite. Enfin, j'ai dû utiliser un peu tout de suite, enfin vite fait, mais que j'ai plus utilisé à partir de 11 ans, tu vois. Quand tu rentres au collège et quand j'ai commencé à avoir des passions dans la vie. Et là, du coup, je sais pas, j'aimais bien le skate, la trottinette, les jeux vidéo, et plein de choses comme ça. Et j'ai eu plein de passions de toute ma vie, tu vois. Et en fait, j'ai toujours filmé mes passions. Ok. J'adorais, j'avais une passion à un moment pour les hélicoptères télécommandés. C'était trop nul. Vraiment, en plus, c'était des trucs à 15 € qui étaient vraiment nazes. Mais c'était une passion. Et en fait, ce que je kiffais, c'était filmer, tu vois. Et à un moment, c'est quand j'ai eu le déclic que ma vraie passion, c'était de filmer les choses, que je me suis dit, vas-y, let's go. Et ce déclic, il vient d'une conseillère d'orientation, mec. Alors ça, c'est zinzin. Ah ouais? Gros, je pense que je suis le Toi, seul t'es qui écoute ça. l'anti-rappeur. Mais en fait, je sais plus, j'avais 16-17 ans. Je sais pas quoi faire de ma vie. Je me dis, bon, je vais faire des études classiques. Vraiment, genre, je sais pas. Et j'ai une conseillère d'orientation que je vois et elle me dit, tu fais quoi? J'ai dit, je filme. Elle m'a dit, c'est un métier. J'ai dit, incroyable, je savais pas. À quel âge elle t'a dit ça? Je sais pas, 16-17 ans, ouais. Et en fait, j'ai toujours filmé sans savoir que... Enfin, moi, je viens de Normandie. J'ai jamais conscientisé le métier de réalisateur ou les métiers autour de l'audiovisuel, tu vois. Et c'est quand j'ai conscientisé le truc, je me suis dit, putain, trop bien, ce serait incroyable, ça, tu vois. Mais je sais même pas si je l'ai vraiment conscientisé, même quand elle me l'a dit. Elle m'a dit, c'est un métier, il y a des études dans ça. Est-ce que c'était genre... du coup, elle t'a confirmé un truc que tu faisais déjà beaucoup et donc, du coup, elle t'a, entre guillemets, donné un avenir, mais t'étais déjà dedans? Ouais. Donc, en fait, elle t'a donné un peu un but, mais t'étais déjà dans le
dans le truc. Exactement. Mais je te dis, je conscientisais pas le fait que ça pouvait être un métier, une discipline ou même une passion. Enfin, je me suis jamais posé la question, quoi. Quand je faisais mes vidéos, je les faisais instinctivement. Et je pense qu'il y a toujours cette dynamique-là en moi. Tu sais, il y a l'exemple, quand t'es petit, tu peux jouer au Lego. Tu sais pas pourquoi tu joues au Lego. En vrai, pourquoi c'est un jeu, je sais pas, tu vois. Genre, tu construis des trucs, puis tu peux même jouer au Lego avec d'autres copains, tu vois. Ouais. Bah, mon métier, c'est ça. On joue au Lego à plein, tu vois. C'est-à-dire, si je t'appelle pour faire le montage, jouons au Lego du montage ensemble. Et à tous les postes, tu vois. Et c'est un peu la vision que j'ai, c'est... Je conscientise pas ça comme un métier, mais je joue et je sais pas pourquoi, tu vois. Genre, pourquoi j'aimais bien les Lego ou pourquoi j'aimais bien Minecraft, mec. Tu vois, le jeu Minecraft quand j'étais petit. Mec, je sais pas. J'arrivais dans le truc et je pouvais faire ce que je voulais. Et je compare souvent ça au Lego. Ok. Mais donc, tu as commencé avec ta tante, mais est-ce que la suite, commencer à concevoir des choses avec des autres, quand est-ce que ça arrivait? Quand j'ai commencé à filmer mes potes en trottinette et en skate, mais je sais pas si je le faisais à ce moment-là, dans une logique de team, j'étais tout seul à filmer. Pareil, quand je jouais aux jeux vidéo à 11, 12 ans, 13 ans, je me filmais moi. Je pense que c'est plus quand il y a eu cette concert d'orientation. Je sais pas pourquoi. Après, j'ai commencé à filmer mes potes, à les intégrer dans mes vidéos, à faire un peu des effets spéciaux, tu vois. J'ai commencé à manier After Effects et tout, parce que moi, j'avais une limite dans mon petit lycée de campagne où j'allais pas sortir des bêtes de plan, tu vois. Et juste, par contre, il y avait un moyen d'avoir une production value, de surprendre, en tout cas les gens avec ma caméra, c'était les effets spéciaux, tu vois. Parce que du coup, au lycée, je pouvais faire un vaisseau spatial qui se balade dans les couloirs, tu vois. Du coup, c'est un peu choquant, en mode, tu montres ça aux gens, tu crées une surprise. Et je pense que c'est les premiers retours que j'ai vraiment eus. Et après, c'est quand le jour où j'ai eu mon bac, le lendemain, j'ai commencé à faire un premier clip pour un mec qui venait à côté de chez moi. Et là, j'ai commencé à travailler avec d'autres personnes, on va dire, à avoir des premiers clients, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des clients, c'est des discussions. Bah si, ça l'est déjà. Hein, Ça mine de l'est rien. déjà, mais t'as pas... Enfin, oui, en vrai, ça l'est. Ça l'est. Mais t'as pas quoi? Mais t'as pas cette vraie... Enfin, tu vois, c'est plus une relation très directe avec quelqu'un qui fait de la musique et qui est réfléchi. Ça, c'est pas plus réfléchi que ça, tu vois. Ok, donc ouais, c'est encore un peu instinctif. C'est très instinctif. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de logique ni monétaire, ni de stratégie, tu vois. Quand j'ai eu ça, j'ai eu des opportunités. Et puis, je faisais un clip, on me disait, ah bah, tu veux faire un dessin. Je suis allé les chercher, les premiers. La vérité, c'est qu'il y a un mec, une fois, qui voyait que je faisais des effets spéciaux dans mon lycée. Il a vu le vaisseau dans le lycée, il s'est dit, il ouais, s'est dit, il me le faut. voilà, un petit rappeur de ma ville. Au final, ça s'est pas fait avec lui, mais je me suis dit, pas mal. Et du coup, j'ai moi-même contacté un autre mec un peu plus loin, enfin, tu vois, qui venait de 15 minutes de ma ville, et pour lui faire un clip. Et après, avec ce mec-là, j'ai contacté un autre mec pour dire, regarde, j'ai fait ça, un peu plus gros, on pourrait faire ça. Et après, il n'y a pas eu de réflexion au début, tu vois. Ça, c'est des mecs de ton âge ou c'est Au début de mon âge, après un peu plus âgé. Du coup, là, je venais d'avoir 17 ans, je crois, quand j'ai commencé ça. Et du coup, pour rétro-pédaler, genre, c'est quoi, du coup, tes influences visuelles à cette époque-là? C'est quoi un beau film? Quels sont les trucs qui te touchent à cette période-là? Je sais pas si... Je pense que j'ai pas une culture purement cinéma à la base. Je consommais plein de films, comme beaucoup, mais je pense que moi, c'est la fabrication en moi. C'est un besoin primaire. Et Ok. tu sais, comme je te disais sur les Lego, c'est-à-dire que si là, tu me demandes de rien faire, je vais créer des trucs dans ma tête. Ok. Et du coup, quand j'étais petit, j'ai touché à la 3D, aux effets spéciaux, mais j'ai fait plein de trucs qui se fabriquent, tu vois, derrière un ordinateur, mais pas que. Et à un moment, moi, j'ai vraiment trouvé ma place dans la fabrication de contenu vidéo. Et moi, ce que j'aimais, c'était limite plus fabriquer que... Et c'est toujours un truc que j'aime de ouf. Plus fabriquer que regarder. Du coup, je regardais en fonction de ce que je fabriquais. Donc, j'ai consommé tout type de contenu, mais comme je fabriquais beaucoup, là où tu apprenais, c'était beaucoup sur Internet. Et du coup, j'ai consommé beaucoup de contenu d'Internet, tu vois, donc du YouTube à balle. Il y avait les premiers trucs, les premiers contenus où il y avait des making-of, c'était le studio Bagel. Ouais. Et du coup, en fait, tu voyais qu'avec pas grand-chose, un mec comme Ludoc arrivait à te faire et il t'expliquait, il y avait des making-of, en fait. Et du coup, moi, c'est les premiers trucs. Tu vois, je consommais beaucoup de comment fabriquer les choses avant même de consommer les contenus.
Et après, je consommais tout ce que je fabriquais en me disant comment c'est possible de faire ça. Et je compare, parce que ça, c'est une vraie clé, je pense, qui est importante. C'est ce qu'on doit aimer, nous, dans nos métiers, je pense, c'est plus fabriquer que consommer. En gros, j'aime beaucoup manger, tu vois, c'est incroyable de manger, mais j'ai pas la passion de la cuisine. Ouais. Et c'est pas parce que j'aime manger que je veux devenir chef cuisinier, tu vois. C'est tout tu vois, j'imagine que quand tu veux devenir chef cuisinier, tu dois avoir cette vraie passion de fabriquer plus que de manger, tu vois. Ouais. Et je le compare souvent parce qu'en école de cinéma, je m'en rappelle, moi j'ai fait une école après, où en fait il y a plein de gens qui avaient une énorme culture, mais qui n'avaient pas la culture de la fabrication. Et en fait, je pense que pour savoir si tu veux faire une école, teste déjà si t'aimes bien fabriquer. Prends ton téléphone et va filmer, tu vois. Et est-ce que t'aimes bien ça? Parce que c'est vraiment très différent, tu vois. C'est manger ou cuisiner, c'est deux activités très différentes. Et tu peux aimer l'un sans aimer l'autre, tu vois. Enfin, souvent, quand t'aimes cuisiner, t'aimes bien manger parce que tu as tu vois, ça va dans les deux sens. Enfin, mais dans le sens de si je ne fais que bien aimer manger. Et je me rappelle que moi, en école de cinéma, il y a plein de gens qui avaient une vraie culture ciné, qui adoraient consommer du contenu, mais en fait, qui n'étaient pas faits pour fabriquer, tu vois. Mec, c'est une super métaphore parce que c'est vrai que moi, ça a été... j'ai eu beaucoup de complexes par rapport à ces gens-là. Et du coup, je me disais que tu sais qu'il y a des places, notamment dans la fiction, qui leur sont un peu dédiées parce que c'est des gens qui, en fait, ont tout ce truc-là d'avoir bouffé, pour le coup, plein de films. Et du coup, je trouve ça intéressant comme... Bah, c'est un truc qui m'a marqué, hein. Vraiment, je te dis, en école où enfin, tu sais, les écoles vendent souvent aussi une promesse de tout le monde peut s'en sortir dans ce milieu, ce qui n'est pas vrai, tu vois. Encore moins dans des milieux, enfin, dans le métier comme réalisateur, tu vois. Il faut quand même donner beaucoup plus, il faut être prêt à sacrifier des choses. Et d'autant, enfin, tu vois, moi j'ai commencé à vivre de la réalisation sur mes premiers clips de rap, mais c'est pas vraiment vivre de ça, tu vois, mais plus à 21 ans. Mais la vérité, c'est que c'est parce que je faisais des tournages chaque semaine, tu vois, en même temps que mes cours. Et j'ai sacrifié ma vie étudiante, on va dire, mais vraiment sans regret. Mais genre, j'ai pas eu de vie étudiante et je faisais que tourner pour apprendre. Mais je pense que la culture de la fabrication est très très importante, surtout quand tu débutes, parce qu'après tu peux déléguer la fabrication à plein de gens. Tu vois, au début, tu as besoin d'avoir des petites bases techniques pour faire tourner une caméra et de la lumière. Après, c'est moins utile. Par contre, avoir ces bases-là te serviront toujours. Mais pour commencer, tu vois, c'est toujours délicat. Enfin, demain, je te donne 100 millions, je doute pas que tu fasses un bon film. Oui. Mais pour arriver aux 100 millions, il faut déjà avoir mis les mains dedans, tu vois. Et vraiment, je pense que ce truc de fabrication... Comment tu as identifié le fait que c'était la fabrication qui te faisait kiffer? Parce que aujourd'hui moins, mais quand j'ai commencé vraiment dans la vidéo, en école, justement, je me comparais aux autres et j'avais cette comparaison de gens qui voyaient beaucoup de films, qui avaient une vraie culture. Moi, j'avais une culture aussi, mais qui est beaucoup plus différente. J'avais une culture internet, tu vois, une culture de contenu, une culture de plein de choses, mais pas autant élaborée en... Pourtant, j'avais l'impression de beaucoup travailler, mais en fait, juste moi, par contre, je savais fabriquer les... Tu vois, tu me disais, il me faut un clip pour demain, je pouvais le faire. Ça allait pas être bien. Mais même, tu vois, la méthodologie du cerveau qui travaille et trouver des idées, créer des concepts. Et quand c'est là où j'ai comparé, quand moi, au début, je faisais de la technique en école, j'étais plus dans la lumière. En fait, j'ai fait une option image. T'as fait quelle école, d'ailleurs? 3IS. 3IS. 3IS, option image. Et j'ai pas fait, du coup, réalisation. Et du coup, moi, je faisais sur des tournages sur d'autres réalisateurs et tout. Et puis, j'étais pas parti forcément pour faire de la réal, parce que, en fait, le premier jour, on arrive et ils nous disent qui veut être réal, t'as 300 personnes qui lèvent la main. Et tu te dis, bon, ok, ils te mettent la leçon dès le début, tu vois. Et en fait, je voyais des réalisateurs qui étaient là en option, tu vois, fiction, avec cette vision-là et tout, et qui disaient des choses où ça se voyait qu'ils fabriquaient pas beaucoup, tu vois. Alors qu'en vrai, t'es en école, mec, profites-en, t'as des équipes, tu peux aller tourner des courts-métrages chaque 2 semaines. Et des fois, honnêtement, t'as besoin juste d'un appart pour tourner une fiction complète. Tu peux faire un huis clos. Et tu vois, ce truc-là, c'est là où j'ai conscientisé aussi le truc de faut faire. Fais et t'apprendras, tu vois. Parce qu'il y a un instinct qui est important quand tu fabriques des trucs. Je le sens, tu vois, ça marche bien. Mais ça se forge. Je pense que l'instinct se forge. Ah, c'est intéressant. J'en discutais avec quelqu'un. C'est en fait, au bout d'un moment, tu fais tellement que l'expérience appelle de l'instinct
mais en fait, tu as tellement d'expérience que tu arrives à rebondir dans une situation parce que tu as connu une situation un peu similaire à côté ou autre. Et donc, du coup, tu trouves une solution, mais parce que tu t'as tellement ménagé dans tous les sens que... Mais tu le vois, toi, j'imagine, en montage, où il y a un truc, tu dis, mec, c'est ça qu'il faut faire. Et là, tu as le bon instinct, mais parce que tu t'es tapé je sais pas combien de montages avant et que tu as déjà, tu vois, soulevé tous les problèmes, les solutions, tu as travaillé ça, tu vois. Je sais que ça marche aussi dans l'entrepreneuriat quand tu dois trouver la bonne pépite pour faire le bon truc. Oui, ça marche dans tous les milieux, mais je sais que l'instinct, ça se forge. C'est mon point de vue. Bah non, mais c'est intéressant. En tout cas, ouais, je sais pas si c'est... Moi, je me dis que c'est peut-être ton cerveau qui, en fait, imprime des espèces de schémas, soit visuels, soit mathématiques. Je dis n'importe quoi, c'est il faut ce plan-là, après ce plan-là, après ce plan-là. Et ces deux plans-là, ça marche pas. Ouais. Ou alors, enfin, tu vois, ça me fascine un peu. Mais c'est vrai qu'à des moments, il y a ce truc d'instinct comme ça qui arrive et que tu n'arrives pas forcément à expliquer. Ouais, mais ça devient un argument. Tu vois, si je te dis, mec, je pense que ça marche pas parce que, tu sais, ça fait un feeling bizarre. Limite, je te dis ça, tu pourrais le comprendre. Ouais. Après, moi, j'aime bien quand on me le décrypte. C'est-à-dire, j'ai un ami chef-op réalisateur qui m'a dit, ouais, là, c'est pas la bonne optique, tu vois. On n'est pas à la bonne distance du truc. Ok, bah, je comprends. En fait, c'est bon. Tu vois, tu m'as trouvé une règle. Après, la règle, il m'expliquait que la règle n'était pas... tu vois, que ça dépend vachement de feeling, que c'est ta grille, que tu te crées. Mais en fait, c'est bon, tu m'as donné une raison, je comprends. Ça rentre pas dans ton schéma. Et le schéma, il est visuel. Là, toi, tu voudrais être plus proche du sujet. Ok, c'est bon. Mais ça sert aussi, non seulement pour faire des choix, mais par exemple, nous, on a une phase de découpage technique, tu vois, où tu dois trouver tes plans. Pour savoir qu'est-ce qui s'enchaîne bien, créer des trucs un peu nouveaux, il y a quand même vachement un travail de l'instinct, je pense, et tu tentes des trucs dans ton cerveau, mais il y a des choses où tu sais que ça va marcher, alors que tu l'as pas forcément déjà exactement vu. Si je te dis plan large sans contre-champ, je sais que ça marche, tu vois. Oui. Mais je peux tenter un plan un peu original où je passe sous la chaussure du mec et je remonte et trucs. Et putain, je sais pas pourquoi, mais en feeling, je sais que ça marche. Tu vois. Maintenant, est-ce qu'il est fabriquable ? Est-ce que ça peut rentrer dans le budget ? Est-ce que ça rentre dans les contraintes techniques ? Ça, c'est un autre sujet. Mais il y a un moment où je me dis, putain, c'est ça le bon plan pour raconter la bonne émotion. Et je l'ai trouvé instinctivement et après, je vais le décrypter limite. Après, tu me dis que tu mettais des vaisseaux dans des lycées. Ouais. Donc ça doit venir à peu près de là aussi. Oui, c'est sûr, en vrai. Donc, il y avait complètement cette volonté d'avoir une accroche visuelle un peu différente. Mais ce que je veux dire, c'est que même ça peut servir ça sert la narration. Ouais. Certains plans comme ça, tu vois. En fait, toi, tu as trouvé, à travers ce genre d'effet-là, tu as ouvert une espèce de boîte qui te permet de servir ta narration grâce aussi à ce genre de plan-là. Ouais. Et du coup, j'imagine que tu navigues dans ton langage visuel aussi avec ça de manière instinctive désormais. Exactement. Quand tu me parles de donc, l'arrivée à l'école, il y a 300 personnes qui veulent devenir réalisateurs. Est-ce que ça t'impressionne ? Est-ce que ça te... En fait, je pense que je ne suis pas encore conscient que moi, je veux exactement devenir réalisateur. Et que, pareil, je le répète, mais c'est en faisant que je l'ai compris, tu vois. Okay. Et du coup, oui, ça m'impressionne. Je me dis, je ne serai pas réalisateur. Mais parce que j'ai des discussions avec d'autres qui ont une vraie vision, qui ont une vraie culture. Et que moi, depuis petit, en fait, je filme plus que je ne regarde. Même si je regarde, très honnêtement, je ne suis pas non plus sans culture, tu vois. Mais je sais que j'ai une vraie culture de fabrication et je l'ai conscientisé que 2 ans après être sorti d'école, tu vois. T'as pas l'impression qu'il y a un peu de snobisme, même entre les élèves, au final, dans ce genre d'école ? Parce qu'au final, toi, je suis sûr qu'en fait, même, je te dis n'importe quoi et je vais loin, même le téléfilm que t'as regardé, il y avait sûrement moins d'idées que dans un Godard. Mais même ça peut déjà façonner une identité, tu vois ? Alors, de ouf. Et moi, je pense qu'il y avait un snobisme. Moi, je sais que, par exemple, je faisais des clips de rap. C'était pas très intellectuel, tu vois, honnêtement. Ouais. Mais moi, je faisais. Ouais. Et ça, j'ai compris plus tard, la plus-value. Mais à ce moment-là, c'était, oui, Basile et ses clips, tu vois. Ouais. Sauf que la vérité, c'est que je suis sorti d'école en vivant du métier de réalisateur. Ouais. Grâce à ces clips de rap qui étaient, franchement, pour 99%, pas bien, tu vois. Vraiment. Je suis sûr que t'es dur avec toi-même. Non. Non, mais en même temps, ça fait partie du truc. En même temps, heureusement, tu vois, les réalisateurs qui arrivent très rapidement à se faire parachuter sur des clips trop bien, tant mieux pour eux. Hein. Mais je pense que toi, dans ton esprit, d'ailleurs, tu m'as pas parlé de manga là pour l'instant. Peut-être c'est mes questions en même temps. Mais dans ton esprit de mangaka, est-ce que c'est pas plus intéressant d'avoir énormément de batailles pour enfin réussir à
Bah, je pense que, tu sais, j'avais un intervenant qui m'a dit, qui avait dit, il en a vu plein des gens, lui, au bout de 20 ans dans l'école. Il a dit, tous ceux qui sont montés d'un coup, ils étaient beaucoup plus à même de tomber d'un coup, tu vois, dans leur carrière. T'as des bases beaucoup moins solides que quand tu montes un peu doucement. Tu vois, t'évolues dans ta carrière, dans ton métier, dans les rencontres que tu fais. Tu deviens quand même plus solide. Ça veut dire que si il t'a raté une opportunité, c'est pas grave. Tu vois, que quand tu montes d'un coup, t'as très peu d'opportunités souvent parce que t'as eu l'opportunité du truc, Ouais. mais t'as pas forgé tout un réseau, tout un truc. Et, et du coup, moi, alors, je suis pas âgé encore, mais j'ai pris le temps à chaque fois de fabriquer plein de choses, de développer le réseau. Et, et je pense que ça donne des piliers un minimum solides, tu vois. Tu vois, je te parle de manga. Mm. C'est déjà une ref, en fait. Je sais pas à partir de quel âge tu as commencé à en lire, à consommer ce genre de trucs-là. Mais pour moi, c'est déjà une ref. Alors moi, j'ai une deuxième clé Vas-y. vis-à-vis des mangas. C'est une passion depuis que j'ai... alors, je dirais pas depuis que je suis petit, mais depuis que j'ai 14 ans, j'ai eu un déclic. Ok. Et je sais pas pourquoi je me suis chauffé dans les mangas. Quand j'étais petit, j'en avais consommé, mais 14 ans, et puis je crois que c'est à l'âge de 16 ans, à peu près, en même temps que la conseillère d'orientation. On y revient, où je découvre le manga One Piece. One Piece, je crois que c'est le manga le plus vendu au monde, mais je crois que c'est aussi une des œuvres les plus vendues au monde, tu vois, encore, dans tous les cas, une des œuvres du 21e siècle les plus vendues. Et en fait, il y a une vraie leçon dans ça qui sert archi dans notre game. T'as le héros Luffy, il a un rêve, et en fait, il amène tout un équipage dedans. Pour amener cet équipage, chacun des membres de cet équipage va réaliser son rêve à travers le rêve de Luffy. C'est exactement mon métier. C'est-à-dire que moi, je dois être le chef d'équipage sur un projet, tu vois, par projet. J'appelle des gens avec qui donc, je collabore avec un producteur et je collabore avec tout plein de gens. Quand j'appelle un talent, genre toi par exemple, pour te motiver, faut que ça te parle à toi, tu vois. Et du coup, pour ça, pour le meilleur move, c'est t'expliquer pourquoi ce projet va te permettre d'atteindre tes objectifs et tes rêves. Et c'est comme ça que tu peux soulever le meilleur de chacun. Et c'est pareil, je l'ai conscientisé de par les mangas, tu vois, parce qu'il y a une vraie culture du dépassement de soi, de plein de choses dans les mangas. Mais dans One Piece, c'est ça qui est une balle, tu vois. C'est que, à un moment, c'est aussi une des œuvres qui a fait que je suis réalisateur, c'est que j'ai cette conseillère. Et ça fait, je sais plus, j'étais épisode 500, je crois, et ça fait 500 épisodes que je suis un mec qui dit je vais suivre mes rêves, tu vois. Je me dis, j'ai 16 ans, tu vois, et je me dis merde, c'est quoi mon rêve? Vas-y, tu vois, on va aller dans la vidéo à fond. Et du coup, je me traîne pareil derrière mon ordi, j'apprends plein de trucs et tout. Mais la deuxième vraie leçon que j'ai captée un peu plus tard, c'est sur cette notion d'équipage. C'est que je pense que du coup, il faut soulever des gens avec soi de manière archi saine et sincère. Parce que ça se ressent, on est dans des métiers hyper humains. On doit être proche des gens. Et du coup, moi, quand je parle avec je dois m'appuyer sur des talents, en fait. Chaque poste est un talent. Mais vraiment chaque poste, tu vois. Et quand tu as le meilleur des gens, parce qu'eux-mêmes se donnent à fond pour le projet, parce que ça leur parle, en vrai, ça te permet de faire le meilleur projet. Et en plus, tu peux être un peu un escroc en réalisateur, parce que du coup, tu vas prendre le cerveau des autres, mec. En vrai, c'est le meilleur truc. C'est-à-dire que prends des gens de bon goût, qui sont motivés, et demande leur avis, tu vois. Après, moi, j'ai pas de souci. Enfin, je sais faire des décisions, mais j'adore prendre les postes, enfin, les Suggestions. Ouais, exactement, des autres. Ouais. Parce qu'en vrai, c'est rare que si on est 30 sur un tournage et qu'on est 30, bon, tu demandes pas l'avis à tout le monde, parce qu'après, ça part en couille, mais si tu as pris 10 avis et que tous les 10, vous êtes à peu près d'accord, c'est plus rare de se tromper que si tu es tout seul dans ton choix. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et au moins, tu as été confronté, c'est important, je pense. C'est comme quand tu écris un scénario ou quoi, c'est bien de se confronter. Et c'est ce qui est super dur quand tu es auteur tout seul. C'est quand, je sais pas si tu as déjà essayé d'écrire une histoire. Si, bien sûr. Et ce qui est le plus dur, mec, il y a une souffrance dans ça, c'est de se confronter à se dire non, c'est trop évident, comment je vais plus loin? Et après, comment je vais plus loin? Et ce challenge constant, il est plus facile quand t'es plusieurs. Ah ouais, clairement. Moi, le peu de fois où j'ai écrit, déjà, je pense que c'était pendant les études. Effectivement, le fait de l'ouvrir à d'autres personnes, c'était déjà très dur. Donc j'imagine que quand tu prends l'habitude de le faire, que tu as ton cercle qui est un peu bienveillant, ouvert, qui va te faire réfléchir pour aller plus loin, bah, t'es déjà dans une espèce de système où de plus en plus, tu vas de plus en plus loin. De ouf. Et je trouve que l'écriture, c'est vraiment
un exercice de malade parce qu'à chaque fois, bah, beaucoup de réalisateurs et beaucoup de gens dans nos métiers disent je suis sur mon court-métrage, t'inquiète, ça arrive. Ouais. Ça n'arrive jamais. Et parce que ce truc de on n'est jamais satisfait du scénario, alors qu'en vrai, je pense que le truc à faire, c'est d'écrire, quitte à écrire une V1, et la montrer à des gens en disant, limite, tu peux dire, je sais que c'est de la merde, même si c'est pas de la merde, mais tu peux te rassurer en disant, je sais que c'est de la merde, mais confronte-moi, dis-moi comment je peux l'améliorer selon toi. Et tu prends plein d'avis, et je pense que ça peut te tirer vers le haut. Par contre, il faut accepter de se mettre à nu et de se montrer cette histoire. D'un point de vue égo, je crois que c'est ce qui bloque beaucoup. Et toi, je sais pas, toi, j'ai l'impression que tu as réussi à éteindre ce truc-là ou à le dompter. Mais à partir de quand ça t'est venu, ça? Quand tu comprends que, pareil, tu fais et t'apprendras, et qu'après, tu es entouré de gens de confiance. Mais en fait, en vrai, moi, j'ai, du coup, sur le documentaire Kaizen, j'ai suivi un Inox, tu vois. Inox, youtubeur, très intéressant sur plein de points. Et du coup, je faisais un peu la psychologie du personnage pour la narration, tu vois. Et en fait, je vois une grosse force en lui qui est que il s'en bat les couilles, il fait. Et il n'a pas honte devant ses équipes ou devant les gens de proposer des idées de merde ou de faire les choses. Et demain, il dit, putain, on est en discussion par exemple sur Kaizen. À un moment, on dit, ah, ça serait cool de demander à Woodkid, Lazik, Run Boy Run et tout, pour telle scène. Et moi, je m'étais dit, putain, il faut écrire un beau mail et tout, un beau truc. Au final, on est dans le flux, on le fait pas. Inox, lui, il fait, bon, tu sais quoi, il fait un vocal sur WhatsApp, il l'envoie à Woodkid. Non, même pas sur WhatsApp, sur Insta. Il envoie à Woodkid et il dit, ouais, mec, voilà, on a ça, ça, ça. C'est pas une bonne manière d'approcher, mais au moins, il l'a fait, tu vois. Il le fait pas de manière irrespectueuse, en disant, on adore le projet et tout, nan. Mais il le fait, tu vois. Et il s'en bat les couilles. Au pire, il se prend avant, c'est pas grave. Et ce truc-là, ça m'a mis une leçon où je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, en vrai, ce qui compte, c'est le projet qui sort. C'est pas l'ego que t'as pendant la fabrication avec tes équipes ou avec ton entourage. Ouais. Si tu sors un bête de projet, même si t'es un golemon tout le long, même si tu parais être un golemon tout le long, si le projet il est bien. Tu vois. Et c'est que le résultat qui parle. Les gens, ils en ont rien à foutre de comment t'as fabriqué ton film. Et que si, quand t'as fabriqué ton film, t'as eu une tempête qui a fait que, en fait, bah ouais, mais le plan il est pas bien, et la narration n'est pas bien parce qu'il y avait une tempête. Le public s'en fout, en fait. Ouais. Donc, c'est pas ce qui. Donc, comment on trouve des solutions, tu vois? Les excuses, c'est le truc en école, tu vois, souvent, où beaucoup on trouve des excuses. Ce qui compte, c'est le résultat. Faut le faire de manière bienveillante et saine. Mais du coup, pour avoir le meilleur résultat, il faut pas avoir d'ego quand tu fabriques, tu vois. Ou alors, ça doit être une motivation. Moi, c'est plus, je préfère le faire intime. Ah, tu penses que ça peut être une motivation aussi? Je pense qu'il y a certaines personnes, ouais, qui sont prêtes à démontrer qu'ils ont une motivation dans ça, tu vois. Tu trouves que c'est malsain? Non, tant que tu fais de mal à personne, non. Moi, c'est pas ma vision de faire, tu vois. Moi, je dis tout le temps aux gens avec qui je travaille, vas-y mec, détruis-moi le truc. Et après, je fais la décision finale, tu vois. Mais justement, challenge, parce que si personne le fait et que moi, j'ai pas pensé à plein de trucs, c'est là où tu laisses place à plein d'erreurs, tu vois, que t'aurais pu éviter. Et qu'en fait, t'es après, le film, il est terminé, t'es en mode, putain, j'aurais dû changer ça. Et c'est vrai que tu peux pas tout penser quand t'es un seul cerveau. Donc, moi, je trouve au contraire une motivation à dire, détruis-moi pour... Tu sais, après, même ça t'implique dans le film si je te dis ça. Ça veut dire qu'après, ça devient aussi ton film. Que si c'est que le mien et que je t'appelle qu'en prestataire, mais c'est ma vision, et du coup, encore une fois, il y a plein de gens qui bossent différemment et qui ont raison dans leur vision, tu vois. Mais moi, j'aime bien aller chercher le talent d'une personne plus qu'un prestataire, et du coup, utiliser son cerveau. Par contre, encore une fois, ça marche ça si tu n'as pas de difficulté à prendre la décision finale quand tu es réalisateur, et se dire, vas-y, je vais suivre mon instinct ou ce que je pense, c'est ça. Mais mon instinct, il est influencé par les questions que j'ai posées aux gens, tu vois. Et après, il faut faire le bon dosage de... tu vois, quand des fois, tu as un cut où tu te dis, putain, on est sûr de ce cut. Vas-y, tu demandes à 5 personnes, personne n'est choqué. Ok. C'est qu'à peu près, ça passe. Au moins, ça passe. Après, tu fais ta décision. Mais si tu avais un doute, puis tu peux demander à 5 personnes de différents environs, et là, tu vois, tu te fais une moyenne. Mais des fois, tu es trop dans le film pour avoir le recul. De toute façon, tu le découvres pas, ton film, quand tu le fabriques. Donc, c'est là où c'est le plus dur. Mec, c'est trop facile de juger le film d'un autre en disant mais mec, t'aurais dû faire ça. C'est trop facile. Mais le vrai public, se pose pas cette question. En vrai, oui, c'est peut-être un peu des questions de gens de notre milieu qui vont être vraiment très très précis sur leur manière de regarder certaines scènes, certaines choses. Mais c'est vrai que quand tu parles avec
avec des gens qui sont un peu extérieurs à ça, je trouve, ils t'apportent vraiment un espèce de recul nécessaire sur des trucs où en fait nous on est trop focus. Après, c'est bien d'être focus. Moi, ce que je veux le plus dire, c'est moi, rentrer dans les détails, je pense que c'est vraiment important, même si c'est pas perçu par le spectateur. Je pense que j'en avais parlé avec Mime en plus. Ouais. La différence entre les gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration pour le travail et ceux pour qui j'en ai un peu moins. Et en fait, il me disait qu'il lui voit une grosse différence entre ceux qui fabriquent le film jusqu'à 90%. Ok. Tu vois, genre, et les derniers détails, bon, c'est pas grave, le public, il verra pas. Ou ceux qui vont quand même à 100%. Tu vois, quand t'as un côté un peu autiste jusqu'au bout, tu vois. Et que souvent, lui, il voyait, c'est vrai que moi aussi, souvent, les plus grands talents sont souvent corrélés avec le fait de défendre le film jusqu'au bout. Et c'est ce qui sort souvent les meilleurs résultats. Ouais, non, mais bien sûr. Non, clairement, en vrai, je suis d'accord avec toi. C'est juste, moi, c'est ma manière de... Après, on n'a pas le même poste aussi. C'est-à-dire que moi, il y a des moments où, en fait, je suis un peu face à la fatalité que ça n'a pas été fait très bien en étant monteur. Et soit on choisit de l'assumer avec les faiblesses, soit on le met pas. Mais il y a des fois, on veut absolument le mettre. Et du coup, c'est plus moi, en le re-regardant derrière, je suis beaucoup moins dur parce que je pense que j'ai justement cette espèce de recul de se dire, ok, bah, au moment donné où moi je l'ai eu, je pouvais pas forcément faire mieux. Mais c'est ça qui compte. En vrai, gros, c'est ça qui compte. Comment ça ? Bah, mon métier et le tien, c'est de délivrer. Ouais. Enfin, c'est de faire un produit, enfin, tu vois, une vidéo, un contenu vidéo. Ouais. Ce que ça devient derrière, c'est pas ça qui compte, tu vois. C'est est-ce que quand tu l'as fait, tu étais à ton maximum. Ouais, carrément. Bah, du coup, c'est ça qui compte. Il y a des paramètres, en effet, qui viennent avant, qui sont dus à 1 milliard de possibilités. Là, toi, tu peux pas influer, tu vois, sauf si tu dis, bah écoutez, je finance moi aussi, en fait, le projet. On va refaire les choses différemment. Mais il y a des trucs où tu peux pas, mais quand tu l'as fait, est-ce que tu étais à ton maximum ? Oui, moi, ta partie a été bien faite, tu vois. Et après, c'est ce qu'il faut aller chercher, je te dis, chez chacun, tu vois. Mais ce qu'on doit, enfin, tu vois, ce que devient le projet après, c'est entre les mains du public, on va dire. Mais est-ce que toi, quand tu l'as fait, tu étais à ton maximum ? Toi, tu arrives à passer à autre chose une fois qu'il est sorti, ça y est, c'est bon. Là, tu penses au prochain. Tu restes pas dans la salade de regrets. Non, jamais. Okay. Et j'ai raté plein de trucs. Mais j'ai le cerveau qui est... si tu me donnes rien à faire, je vais faire un truc quand même. Et c'est-à-dire qu'en effet, dès qu'un projet sort, il est plus entre mes mains, tu vois. Et tu vois, il est partout. Enfin, il est sur Internet, on va dire. Ou qu'importe le support. Et moi, ce qui me compte, c'est vas-y, comment j'en refais un, quoi. Ok. J'ai vraiment cette passion de la fabrication et cette nécessité. Tu vois, je pense que j'ai vraiment un truc profond où si je fabrique pas, si je crée pas quelque chose, hein, mais là, c'est dans l'audiovisuel, mais ça se trouve, demain, je vais créer un événement, j'en sais rien, tu vois, un événement caritatif et ça me ferait kiffer. Tout comme là, récemment, on a créé un manga avec des potes. C'est ce truc-là de créer est primaire chez moi. Ok. C'est dans la réalisation où vraiment ça prime, tu vois, et c'est là où je me sens le mieux. Ça reste pour l'instant le truc qui te fait le plus vibrer. Je pense. Encore. Alors je slide dans ma chronologie, mais c'est. Tu dirais que en termes de réalisation, t'es à l'endroit où tu veux, ou est-ce que je sais pas, t'aurais envie de te recentrer sur quelque chose? Est-ce qu'il y a des parties que t'aimerais explorer? Puisqu'en fait, mine de rien. Donc en même temps, tu viens d'un truc, d'une culture très internet, mais est-ce que t'as envie, il y a des choses auxquelles tu as envie de toucher? Je pense que j'ai envie de toucher forcément à la fiction courte et longue. Ouais. Et c'est une bonne question parce que là, dans les projets que je fais, je me suis senti à ma place. J'ai l'impression que tant que je crée, je me sentirai à ma place. Et que... alors, dans la réalisation, j'adore ce que je fais. Moi, j'aime bien, par exemple, fabriquer de la publicité, tu vois, faire de la pub. Je trouve que c'est un outil de jeu incroyable et que c'est une partie de l'ego qui est très bien. Genre, tu le fais avec une team, avec des moyens, avec des gens. Enfin, c'est vraiment cool. Le marché du clip est un peu plus complexe, mais j'aimais beaucoup, tu vois.
Donc ça, c'est sur les formats courts. Documentaire, du coup, là, je viens de le vivre. C'est hyper épuisant. Mais c'était incroyable. Je vais pas en faire un là tout de suite. J'ai des opportunités potentielles, mais je sais les sacrifices que ça nécessite. Et je pense que ouais, là, il y a ce truc de la fiction qui est forcément, mec, tous les réalisateurs disent en fait à chaque fois, Ouais. et qui est le tout droit. Mais en vrai, c'est un bête d'exercice parce que, enfin, c'est un bête de game parce que du coup, c'est le plus exigeant, je pense. C'est le plus exigeant, le plus dur, mais le plus fun et le plus ouf parce que tu peux raconter des trucs, même si le documentaire le fait. Et je l'estime, enfin, j'essaye de le faire avec les potos quand on fait un manga, tu vois, là, quand on vient de sortir le manga, là, ça va faire presque bientôt un mois. Bah, je suis trop content, tu vois, de me dire j'ai fait ça. Genre, j'ai bossé sur ça et pareil, on l'a fait en team, on est 3, tu vois, dessus. Et incroyable. Mais je sais pas que si je suis à ma place, comme je te dis, c'est plus le mouvement qui fait que là, à l'heure actuelle, oui, je suis à ma place, tu vois. J'aime ce que je fais de ouf. Est-ce que, parce que du coup, pourquoi je te pose cette question, c'est je me dis, je pense que tu as souvent, quand tu es réalisateur, à un moment donné, aussi envie de créer ta propre histoire. Et là, du coup, tu as fait un manga où vous étiez 3. J'imagine que tu as forcément ta part de paternité dans le truc. Le docu, donc du coup, aussi. Mais est-ce que là, tu aimerais vraiment une espèce de... Quand tu me parles de fiction, je me dis, est-ce que tu ressens le besoin d'avoir une page blanche où bah, c'est toi qui vas créer ton histoire et c'est vraiment ton propos que tu veux dire? Pas là maintenant. Ok. Je vais l'avoir, c'est sûr. C'est sûr. En fait, j'estime le documentaire, donc là, c'est plus basé sur un concept. Mais le manga, pour le coup, euh, alors c'est assez rare, mais on était tous les 3 des mêmes goûts. Ok. Et alors ça, mec, j'ai jamais vu ça de ma vie, tu vois. Genre vraiment des mêmes goûts, et on a tous les 3 mélangé nos idées. Et pour le coup, j'ai vraiment l'impression de, ouais, genre, d'être parti d'une page blanche et d'avoir eu ce truc de mettre du moi, mais mélangé avec Charles, avec Inès, tu vois, vers nous 3, en fait, sans que. En fait, il s'est jamais arrivé où il y en a un qui prend une décision et les autres sont pas d'accord, tu vois. Hmm. En vrai, on est tous les 3 d'accord sur les décisions du tome 1. Hmm. Et j'ai jamais vu ça, tu vois, c'est hyper rare. D'habitude, t'as quand même un lead, et ce lead fait la décision, tu vois. Ce manga est un peu à part. Je sais pas pourquoi. Mais il y a un bon feeling des 3, tu vois, de nous 3, respect de l'autre et challenge constant. Tu vois, c'est hyper épuisant. Du coup, c'est pour ça que c'est là où moi j'ai goûté au concept d'écriture. Hmm. Sur du format long en plus, parce que quand tu écris un manga, souvent c'est sur plusieurs tomes que tu écris, donc c'est comme si tu écrivais une série. Et là, pour le coup, c'est un vrai exercice parce que tu croises des choses et le challenge, tu vois, l'avoir fait à 3, c'est vraiment, ça change tout. Tout seul, hein, on en avait parlé, on a un script doctor, un peu, quelqu'un qui nous supervise, qui est venu nous superviser un peu, qui s'appelle Tony Valente. Et du coup, on a pris plein de conseils de lui. Et il y a un vrai. Lui, il écrit tout seul. C'est le plus grand mangaka français, en fait. Il a écrit Radiant, Ok. qui est un manga, il est au tome 19, tu vois. Et en France, c'est hyper rare. Il y a même un animé au Japon. Et ce mec est incroyable et hyper inspirant. Et quand même, il expliquait que lui, il écrit tout seul, qu'il se remet en question vachement tout seul, tu vois. Il a ce truc hyper solitaire dans la fabrication et quand même qu'il y a une souffrance à ça, tu vois. Hmm. Mais qu'il faut la surpasser et faut jamais tomber dans la flemme, tu vois, quand t'écris. Ouais. Mais je pense que c'est pareil quand tu réalises ou quand tu montes ou quand tu fais tous les métiers, en fait. Je veux dire, un assistant réel euh, qui prépare le tournage, comment tu challenges au mieux pour que tout s'emboîte bien. Hmm. Un dire prod, comment tu challenges jusqu'au bout pour avoir les meilleures possibilités pour le tournage. Ça, c'est une énergie. Et c'est là où j'en reviens du coup à la motivation de chacun et aller chercher une profonde motivation chez chaque personne, tu vois. Hmm. Mais donc, du coup, ouais, c'est un truc qui t'a pas apeuré, ça t'a plutôt excité quand tu parles de solitude qu'il faut dépasser. C'est un Ben, truc moi, du coup, c'est pour ça que je suis toujours à plusieurs. pour En l'instant, vrai, en tout ouais, cas. ouais. Ok. Je sais pas si j'aurais envie un jour d'écrire tout seul. Je sais que même quand c'est des projets portés par une personne, souvent il y a même des pôles d'auteurs quand même qui sont derrière,
ou qui aident, où tu as des réunions quand même, ou même tu as des script doctors ou des gens Oui, bien qui sûr. viennent challenger. Et écrire tout seul, il y a quand même vraiment une souffrance où, vas-y, il faut se mettre dans le mindset, tu vois. Pour du format long, pour du format court, ça dépend de la durée du format. Et même ça, en vrai, c'est hyper dur. Ouais. Donc, je pense que vraiment, si tu as du mal à écrire tout seul, écris à plusieurs. Quitte à pas être d'accord. Ou, en fait, je pense que, encore plus si tu es en école ou si tu peux trouver 1 milliard de personnes, honnêtement, qui sont motivées à écrire des trucs. Et t'aider à ça, tu vois, quitte à pas avoir les mêmes avis. Je sais que il y a des gens qui utilisent, je l'utilise un peu, mais c'est toujours un peu délicat, ChatGPT pour te challenger. Parce que c'est comme un deuxième cerveau. Alors, ChatGPT, c'est une innovation incroyable, l'IA, parce qu'il est moyen dans tout. Donc, il est moyen dans le scénario, il est moyen dans tout. Donc, tu peux apprendre à être moyen dans tout, quand même. Donc, il sera moyen dans ce qui va te challenger, mais des fois, il va te recentrer les pieds sur terre, quand même, tu vois. Donc, je sais que sur de l'écriture, ça fait quand même du bien à plein de gens. Toi, du coup, pour rediriger ma timeline, c'est qui les premières personnes, enfin, est-ce que, du coup, en école, tu as rencontré des gens avec qui tu arrivais à te challenger? Est-ce que c'est des gens que tu as rencontrés hors école? Ah non, en école, moi, je te dis, en fait, je faisais tout le temps des trucs, et c'est plus des rencontres hors école, genre un artiste comme Tiakola, quand je commençais, qui avait un potentiel, avec qui on se tirait vers le haut, tu vois, et qui avait aujourd'hui qui est en solo, avant qui était dans le groupe 4 Queues. Et je pense que c'est plein de gens comme ça, quand j'ai fait des rencontres dans des maisons de disques, tu vois, qui m'expliquaient les choses, des producteurs, tu vois. En école, on savait pas tous exactement où on allait. Et après, c'est quand j'ai terminé mon école, je suis arrivé dans une boîte de prod en stage qui s'appelle IDZ. Et là, il y avait 2 réalisateurs qui m'ont un peu pris sous leur aile et qui m'ont formé de ouf, tu vois. Et en fait, j'allais faire plein de tâches pour eux, tu vois. C'était qui? Adi et Matt, ils s'appelaient. Ok. C'était un duo de réel. Enfin, ils sont toujours en duo et ils sont archi chauds. Et du coup, j'ai commencé avec eux et ils m'ont donné plein de tips, tu vois. J'ai un peu comme des mentors. Et j'ai même, du coup, appris plein de choses, tu vois, que ça soit leurs forces, leurs faiblesses, le milieu. Et ça, c'est une grosse force quand tu rencontres des mecs qui sont un peu plus loin que toi dans le game, voire pour le coup, ils étaient vraiment beaucoup plus loin que moi, et qui t'apprennent plein de trucs et que tu te fais ton propre avis, tu vois. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'être un clone des gens qui t'ont appris au début, mais de dire, ah putain, ça, ils le font trop bien, ça, je suis peut-être un peu moins d'accord, du coup, tu vois, et tu prends ta direction. Mais du coup, grâce à ça, là, j'ai passé 6 mois de stage à ce moment-là où j'ai bien level up et j'ai appris plein de trucs. Je fabriquais déjà, c'est là où j'ai pris beaucoup de temps aussi pour me faire ma culture. Parce que du coup, j'ai compris au début que j'avais un niveau technique en image qui était archi bien, tu vois, donc, mais qui me servait pas tant que ça. À partir du moment où j'avais un chef-op, ça me servait. Oui. Mais toute l'énergie que j'ai mis sur ça, vas-y, maintenant on met sur le goût, tu vois. Et ça, du coup, pardon, vas-y, excuse. bah non, mais moi, mon point de vue, c'est que le goût, c'est ce qui persiste et que c'est ce qu'il faut travailler. Les métiers purement techniques, la pure technique, euh, va probablement devenir en partie un peu remplaçable par les IA. Par contre, il y a des gens qui prennent la décision finale. Ouais. C'est-à-dire que j'imagine que dans les futurs softs de 3D, tu vas vouloir modéliser une chaise, il va, via l'IA, t'aider à le faire très facilement sans avoir un niveau technique énorme. Par contre, à quoi ressemble la chaise? Il y a quelqu'un qui doit prendre la décision, et ça, c'est l'humain. Et du coup, c'est là où forger son goût, c'est archi important. Du coup, c'est regarder plein d'œuvres de tout type et se casser le crâne de pourquoi est-ce qu'elles sont bien, elles sont pas bien. Ouais, analyser, essayer de regarder des avis sur le truc pour en avoir un. Ouais. Donc, pour moi, l'avenir de mon métier et même de plein de métiers, tu vois, Charles, avec qui on fait le manga, qui dessine, le dessinateur purement dans le dessin, je sais pas quel est l'avenir avec l'IA des métiers purement de dessin. Je sais que dans l'animation, par exemple, il y a un métier qui est le background artist, qui font les backgrounds, pour qui ça disparaît beaucoup. Tu vois. Ah ouais, c'est déjà en train d'arriver là. Parce que en fait, pour des backgrounds qui sont dans du mouvement, etc., l'IA fait déjà beaucoup le travail. Tu vois. Mais même sur des gros trucs d'animation. Mais c'est quoi du coup t'as quand même des planches qui sont faites par un mec et après elles sont déclinées par l'IA? Pas toujours. Même pas? Pas toujours. Ah ouais. Donc je sais, on en avait parlé avec des animateurs. Il y a un vrai sujet sur ça. Il y a ce métier qui en prend un sacré coup. Et je sais que l'IA, maintenant, elle permet de faire
des interframes, enfin un frame qui te fait que tu as besoin de dessiner 12 images pour en avoir 24 par exemple, tu Ok. vois. Mais qui te fait un entre-frame Ok. vraiment bien, tu vois. Ouais, le Que ce soit gain dans de temps est l'animation ouf. 3D ou dans plein de trucs. Hmm. Et du coup, les trucs purement techniques se font assister par les IA. Le goût, tu sais, il y a un mec à la fin, et du coup, un mec comme Charles, ça se trouve, il dessinera une grande partie de la planche. Après, c'est l'IA qui fera ce qu'on appelle les trames, les rapports de contraste, tous les trucs un peu techniques Ouais. qui prennent du temps. Et lui, il donnera vite fait des indications, ça se trouve, il y a des prompts ou trucs. Et paf, tu vois, tu gagnes un quart de ta journée, purement parce que tu as choisi. Bah, elle peut te donner, elle n'est pas fatiguée, tu vois. Je dirais, la version 20 pour elle, c'est une IA. Et du coup, c'est incroyable comme outil. Tu penses que ça va faire en sorte que ça va libérer du temps pour de la créativité? Moi, j'ai un avis archi positif. En gros, si aujourd'hui je veux faire je m'intéresse de ouf au monde de l'animation, je veux faire un film digne de Pixar. Ouais. Je dois avoir 200 millions de budget. Ouais. En vrai, tu vois, je peux avoir moins, je peux me débrouiller pour fabriquer un peu moins et tout. J'ai quand même besoin d'un énorme budget. Demain, l'IA me permet de fabriquer pour 8 millions. Pourquoi ça aide la créa, selon moi? C'est que quand je fais un film à 200 millions, il faut que je sois sur un film familial pour pouvoir le rentabiliser. Il faut que je touche une large audience. Hmm. Si je fais un film à 8 millions, j'ai besoin de toucher une beaucoup moins large audience, d'autant plus si je suis inter. Et du coup, je peux rentrer dans des histoires beaucoup plus originales, plus weird, plus ce que je veux en fait, tu vois. Et du coup, si ça rabaisse les coûts de fabrication, ça augmente la créativité. Parce que t'as pas besoin d'autant pour la rentabiliser. Ça, c'est mon point de vue optimiste, on va dire, sur l'IA et sur la créativité. Et tu l'utilises beaucoup dans ton taf, toi, au final? Bah alors, ça délivre pas encore des résultats terminés, mais ça te permet d'imaginer des concepts, ouais. Trouver des éléments, tester des choses. Pour du test, c'est incroyable. Parce que des fois, tu veux te dire, ah, putain, un déco, si je mélange tel style et tel style, ça marche. Tu le testes via un mid-journée ou quoi, et tu as des informations. Donc, ouais, moi, je l'utilise sur ça. Sur un assistant à la création, on va dire. Mais pas encore pour délivrer du contenu. Comment tu fais, du coup, pour te tenir au courant de ça? Comment tu trouves... comment tu arrives à avoir... ouais, à trouver les bonnes IA Je pense YouTube, s'abonner à des chaînes, Ouais. en vrai. Ton algorithme, tu peux travailler ton algorithme YouTube aussi. Donc ça, c'est un truc, une fois, j'ai capté. J'avoue. En fait, j'ai créé une chaîne YouTube C'est vrai? et j'ai mis que des refs que je kiffais. Et du coup, l'algo de YouTube, donc des clips un peu russes, pas connus, des trucs, il me proposait que En fait, il est hyper pertinent, donc du coup, de ce que il va tu chercher regardes. pour toi. Donc j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube, je lui mets tous les trucs que j'aime bien. Du coup, en lien, je regarde, je like, tu vois, pour lui dire j'aime bien et tout. Et du coup, après, il me proposait que des dingueries. Et du coup, je pense que tu peux le faire avec l'IA. Et après, sinon, tu peux demander à l'IA quelles sont les nouveautés de l'IA. Tu vois. En vrai, c'est Sam Altman, le mec qui a créé OpenAI, qui c'est quoi ton modèle économique? Ben, on va faire une grosse AGI, tu vois, on va dire une IA générale. Et elle va nous le dire. Ça sera quoi le modèle économique? C'est elle qui va trouver le modèle. Le parti pris est zinzin, tu vois. C'est dingue, j'avoue. Mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, ça faisait partie des questions que je m'étais notées. Je pense que toi, en même temps, on n'était pas obligé d'être chronologique, mais ouais, dans ta manière de bosser, je pense que tu as beaucoup gagné à utiliser les IA justement pour illustrer des choses qui n'étaient pas forcément attendues, pour twister peut-être des concepts, pour donner des visuels. Ah, mais ça, c'est important, même pour vendre des concepts. Ouais. En vrai, pour expliquer des choses, j'ai vu que ça se faisait dans la fiction. J'ai vu un teaser de film Ouais. qui est en cours de financement. Ok. Et pour le vendre, ils ont tout fait à l'IA. Tu vois, pour expliquer l'univers, c'est un film de science-fiction et tout. Ok. Et J'avoue, bête de concept. pas bête, en vrai, pas bête. T'as Mais besoin d'argent. mec, en vrai, c'est quoi que j'ai dans la tête? C'est trop dur à expliquer. Et pareil, des fois, t'as pas les financements pour pouvoir avoir des gens qui te font, du coup, tout ton univers, surtout quand tu fais de la science-fiction, tu vois. Ouais. Mais après, c'est une aide créative, donc pour vendre et pour retrouver des concepts, je trouve que c'est un bête d'assistant, tu vois. Ouais. Et je pense, dans tous les cas, c'est important dans nos métiers d'être le plus au courant de ce qui sert comme outil de fabrication. Clairement. Pour reprendre mon fil, on en était où? Donc ouais, tu penses que tu as fait... donc, en parallèle de tes études, tu faisais du coup beaucoup de clips. Ouais. Est-ce que tu dirais que tu en as fait combien?
J'en faisais un par semaine. Sérieux ? Mec, En tout cas, t'as vraiment bien caché plein de choses sur YouTube Oui, parce que oui. c'est très dur de trouver des trucs. J'avais trouvé pour le coup un truc où c'était le reveal de FIFA 17, un truc comme ça. Ouais, ouais, bah ça, j'étais au lycée. Ça, t'étais au lycée. J'étais au lycée, Donc j'avais exactement. 2-3 pistes sur les. Ah oui, oui, oui. Mais sur les clips, ça va, t'as bien caché. En fait, je mettais pas mon nom. Tu mettais pas ton nom. Non, et du coup, bah, c'est pas retrouvable. Même moi, je sais pas. Et tant mieux, tu vois, parce que c'était vraiment, bah, là, pour le coup, de très mauvais goût, tu vois. Et j'avais pas le goût à la base. Comment t'as senti? Parce que au final, donc ça veut dire que t'en étais pas fier déjà à l'époque? Et je sais pas si. Oui, je pense pas que j'étais fier, honnêtement. Je savais que c'était pas ouf. Mais j'avais cette opportunité, je me posais pas trop de questions, parce que. Je sais pas, tu vois, j'étais dans le flux. Ouais, Dans le ouais. flux. Et Un par j'ai- semaine, waouh. Ouais, mec, du coup, j'étais en cours et je pouvais pas sécher les cours. Nous, on avait notre intervenant en images qui disait non, c'est pas un argument les tournages. Ah ouais. Du coup, mec, tous les soirs, montage et le week-end, tournage. Donc, c'était des clips pas ouf, vraiment, vraiment pas ouf. Mais du coup, des clips pas ouf, mais au final, tu tombes sur 4 queues, Tiakola. Exactement, tu crées Donc des relations. c'est En fait, le grave mouvement intéressant. entraîne la relation. Et en fait, j'ai appris plein de trucs, rien que des trucs business, Hmm. grâce à ça. Tu vois, parce que tu rencontres des maisons de disques, tu rencontres des choix stratégiques qui sont faits dans les artistes, tu te dis pourquoi ça. Et en fait, tu apprends plein de trucs. Et je pense que du coup, ça m'a énormément servi parce que je relie beaucoup l'entrepreneuriat et le métier de réalisateur quand même. Ok. Je trouve que tu montes une petite entreprise pour un tournage. En vrai, tu as une économie à gérer et tu as un résultat à délivrer, tu vois. Et tu fabriques avec des gens, tu as une structuration, tu vois. Et tu as vraiment archi des similitudes. Tu dois soulever des gens dans ton projet. Enfin, tu vois, il y a grave beaucoup de similitudes. Donc ça m'a un peu appris. Et ça m'a appris même à avoir des réflexes et à forger l'instinct. Vraiment de, là, je suis dehors. J'ai tellement été filmé dehors à toutes les heures que je sais que là, la lumière, elle sera bonne dans 1 heure. Tu vois, comme un chef-op qui a forgé son œil. Ouais, bien Et sûr. vas-y, on attend 1 heure et ça sera bon. Et ces petits détails-là qui me servent toujours pour le coup. Ce serait qui, du coup, les. Je sais pas, donc si tu en as fait un par semaine, tu as rencontré qui comme. Je sais pas, est-ce que tu as rencontré un producteur, un chef-op? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un avec qui écrire? De cette période-là, qu'est-ce qui te. Non, je pense que vraiment la relation qu'on était sorti, c'était avec Tiakola et avec le groupe Catius. Et du coup, qui était en label et qui avait grossi en label. Et en fait, du coup, j'avais un peu les off de la part de Diaco, vraiment. Et ça m'a appris plein de choses. Et puis moi, c'est mes premiers clips à budget. Ok. Tu vois, c'est-à-dire qu'à la base, je faisais des clips vraiment... Bah, c'était moi et mon matos, tu vois. C'était quoi ton matos d'ailleurs à l'époque? Bah, c'était le Ronin et c'était GH5, tu vois. Ok. Mais avant même ça, j'avais pas du très bon matos encore. Enfin, j'avais ma petite caméra, après j'ai eu un petit stabilisateur, après truc. Parce que j'ai acheté en fonction de l'argent que je faisais rentrer grâce au clip. Et j'avais acheté beaucoup de matos. Et du coup, c'est la relation avec lui qui m'a permis, enfin avec ce groupe et Tiago qui m'a permis d'avoir mes premiers clips à budget. Et du coup, de commencer à avoir des références. Tu vois, je passe dans un autre game que simplement le mec qui fait ses petits clips de rap dans la rue. Et du coup, ça m'a ouvert, ce clip m'a fait que j'ai rencontré tel producteur qui m'a donné un autre clip. Et après, moi, j'ai voulu switcher vers la publicité. Ok. Parce que je pense qu'il y a une autre clé qui est importante, qui est archi importante. C'est quand même une conscientisation du marché. Et que le cinéma est un marché, que tout est un marché, en vrai. Et en fait, quand tu rêves d'être réalisateur, se dire je ne fais que des courts-métrages et quand je sortirai d'école, je vais être réalisateur, je trouve que c'est délicat. C'est possible, probablement. Je ne l'ai pas vu. Que si tu te dis ok, ça va être délicat à 21 ans, avoir un long-métrage financé au cinéma, tu vois, en France. Peut-être que sur d'autres marchés, encore une fois. Mais c'est toujours quand même un peu complexe. Que si tu as une vision de marché où tu te dis ok, bon, au lieu de rien faire à côté ou de faire que des fictions, si je dois avoir un modèle économique, si tes parents sont très riches, tant mieux, tu vois, vraiment, et que tu n'as pas besoin de ce modèle. Mais si tu as besoin de faire de l'argent, plutôt qu'aller travailler dans un métier secondaire, tu vois, donc qu'importe que ça soit un vendeur, enfin, tu vois, un métier qui n'a rien à voir avec l'audiovisuel, autant bosser dans l'audiovisuel. Ouais, entraîne ton karaté. Entraîne ton karaté dans la réalisation même, tu vois. Ouais. Donc, qu'est-ce qui existe comme marché dans la réalisation? Hmm. Il y a le marché de la pub. Je sais qu'il y a le film institutionnel, peut y avoir aussi le film de mariage, je sais pas, tu vois. Mais le marché de la publicité en réalisateur existe. Il est pareil, un peu dur de rentrer dedans, surtout quand tu es jeune.
mais il est plus facile que le cinéma. Et du coup, voilà, entraîne ton karaté, exactement. Non, mais clairement, en plus, moi, c'est vraiment pour le coup un vrai débat que tu as avec des gens qui sont très fiction, qui font même peut-être des grosses écoles. Moi, je sais que j'en avais discuté avec des gens qui étaient à la FEMIS, donc qui avaient quand même cette opportunité de pouvoir se faire financer des films. Mais à la fin, je pense quand même qu'en termes d'expérience et de choses que tu peux apporter dans tes fictions, je trouve quand même ça intéressant d'être souvent sur le ring et de pouvoir un peu... je sais pas, savoir ce que c'est qu'une caméra, diriger des acteurs. Et bon, même si en publicité, c'est pas là où tu vas diriger le plus d'acteurs, mais je trouve que ça te fait quand même une expérience de plateau, de technicien qui est vraiment, vraiment intéressante. Et de rencontres, parce que tu fabriques. Du coup, tu vas rencontrer un chef-op, tu vas rencontrer un monteur. Ouais. Et des gens qui vont eux-mêmes te diriger vers leur réseau. C'est-à-dire que tu peux te dire, bah attends, je vais prendre le monteur de tel film, si je peux me le permettre, si ça lui plaît, etc. Et comme ça, il va m'apprendre d'autres choses. Cette rencontre, tu vois, elle va justifier le fait de rencontrer cette personne. Enfin, ce projet va justifier le fait de rencontrer cette personne. Et on pourra faire des Legos ensemble, et peut-être qu'après, on fera des Legos un peu plus grands. Mais ouais, moi, je sais qu'à l'école, il y avait quand même... je trouve que déjà, faire un atelier réalisation, nous, on nous avait fait faire des fictions. Tu vois, je trouve qu'il y a un truc qui te donne pas vraiment la réalité de ce que peut être après ton avenir, puisqu'en fait, franchement, c'est tellement dur que je pense ce serait bien qu'on soit un peu moins snob, mais je pense que ça l'est moins maintenant. C'est possible, et après, ça dépend des métiers, parce que pour le coup, moi, j'étais en filière image, et beaucoup sont partis, en effet, dans le cinéma, et dans la fiction, tu vois. Mais par contre, dans la réalisation, dans le métier de réalisateur, oui. C'est quand même technique. C'est-à-dire que avant d'être chef-op pour du long, tu peux être chef électro, avoir une évolution de carrière. C'est plus dur parce que pour devenir réalisateur dans la fiction, le schéma, il peut être de faire du montage au début, ça peut être d'être assistant réalisateur, tout comme ça peut être d'être électro. Il n'y a pas de schéma, tu vois, c'est un métier, je ne saurais pas dire, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, clairement. Tu peux être électro, faire tes courts-métrages à côté et te développer. Et il y a plein de mecs qui ont fait ça et qui ont tout niqué dans le game parce qu'ils sont trop forts. Enfin, tu vois. Mais moi, c'est juste que dans mon parcours, comme j'ai fait de la fac, après, c'est de la recherche. Je trouve que tu avais une espèce de confusion sur comment le devenir. Et en fait, il y avait un peu, pour le coup, cette idée de faire coûte que coûte de la réalisation, quitte à faire, pour le coup, autre chose. Et après, au fur et à mesure de court-métrage financier en court-métrage financier, réussir à accéder à un autre marché qui est celui du long. Et je trouve que dans la réalité des faits, moi, je vois beaucoup de gens qui ont été malheureux dans cette trajectoire-là. Ah ouais, t'en as vu, hein. Ouais, bah, j'en vois malheureux parce qu'ils travaillent pas, tu vois, et bien sûr. ils font un autre métier aujourd'hui. Moi, franchement, le taux de rejet qu'il y a dans la fac et même l'école que j'ai fait par la suite, je trouve qu'il est assez élevé quand même. Et est-ce que c'est des gens qui aimaient fabriquer, tu penses, ou qui aimaient... Je pense que c'est pas des gens qui aimaient fabriquer. C'est pour ça que la distinction... Enfin, en tout cas, pour qui c'était pénible de fabriquer. Pour plein de raisons. Mais par contre, c'était des gens qui adoraient manger. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est intéressant. C'est que peut-être qu'il y a une confusion, des gens au niveau de l'école de cinéma et au niveau de... Et qui est super dur, hein, parce qu'en vrai, tu sors d'études, tu te dis... Enfin, t'as ton bac, t'aimes bien quoi? J'aime bien le cinéma, ok, je vais en école, tu vois. Mais même le pas de côté, de se dire, peut-être je suis pas pertinent à être réalisateur. Tu vois, peut-être qu'en fait, je serais plus pertinent à être monteur. Ouais, de ouf. Ou peut-être monteur un temps, ou de faire... je trouve que il y a des gens qui ont peut-être du mal à le faire, alors qu'en fait, je pense que tu grandis avec pas mal d'idéaux sur ce qu'est le cinéma, le fait d'être réalisateur, et en fait, peut-être que juste le pas de côté de te mettre au service de quelqu'un, il est tout à fait louable. Et celui-ci ne t'empêche pas de t'entraîner... Enfin, pour moi, c'est même pas tant un pas de côté, c'est-à-dire que tu peux te dire, bah, attends, je fais du montage, et ça va même te faire progresser. Si toi, tu gardes ce but d'être réalisateur, c'est mieux de faire du montage et de faire des projets à côté en réalisateur, sans avoir cette contrainte financière, car tu arrives à... En fait, c'est toujours ça, en fait, c'est comment je vis en restant dans ce milieu, tu vois. Ouais. Bah, oui. En vrai, si tu as argent illimité, la question, elle se pose pas, tu vois. C'est clair. Si tu es le fils de multimillionnaire, milliardaire, en vrai, c'est beaucoup plus facile. Mais la question, c'est comment est-ce que je paye mon loyer, comment est-ce que j'arrive à subvenir à mes besoins tout en restant dans ce milieu et en me développant. Clairement. Et du coup, je pense que c'est là où l'importance du marché et la conscientisation du marché, elle te sert. Et c'est hyper important de développer sa créativité, son goût et tout ça.
mais rester dans le marché pour pouvoir, enfin, tu vois, dans le flux, quoi, pour pouvoir avancer, je pense que c'est une des clés importantes. C'est sûr. Et pour raccrocher mon petit fil, est-ce que dans cette période-là, c'est à cette période-là que tu rencontres Inox, du coup? Moi, je le rencontre sur un court-métrage. Du coup, je travaille avec IDZ à ce moment-là. Il y a une relation qui se fait avec Inox sur une sorte de court-métrage artistique de pas très bon goût qu'on avait fait à l'époque, tu vois, il y a 4 ans presque. Et je le rencontre sur ça. Volonté du mec, en fait, juste, il m'a dit, je veux tout niquer. J'ai beaucoup aimé, tu vois, et il y avait une culture similaire d'Internet. Donc on fait ce projet, il est pas ouf, mais on a bien sympathisé, et puis on reste poteau, tu vois, comme ça, et on se côtoie de temps en temps, on reste poteau, tu vois, mais on fait pas de projet. Il est déjà connu à cette époque-là? Ouais, il avait 4 millions, je crois. Ah ouais, ok, d'accord. Donc quand même, tu vois. Okay. Enfin, bien. C'était pour ces 4 millions, justement, ce projet. Et on reste poteau, et à un moment, du coup, on est poteau, et moi, j'ai toujours rêvé de faire un manga. Je me dis impossible, et à un moment, pareil, je me dis putain, ça peut être possible, j'en parle avec lui, il me dit mec, j'ai toujours rêvé d'en faire un aussi. Tu vois, mais genre 2022. Je fais putain incroyable, parce que là, du coup, il y a quand même une force de frappe qui fait que moi, si je veux être auteur de manga, en France, c'est quasi impossible. Tu vois, c'est-à-dire que je devrais changer ma vie pour le faire, me développer à fond, trouver la rencontre d'un dessinateur, parce que là, il me faudrait 10 ans de travail pour rattraper le retard que j'ai. Souvent, là, en France, c'est auteur, dessinateur, tu vois, et il y a très peu de mangaka qui en vivent ou qui sont rentables. J'ai ce rêve, et j'ai la bonne personne avec qui ça peut fitter, parce qu'on a des ambitions similaires et des goûts similaires, tu vois. Et même depuis qu'on a fait ce projet, tu vois, on en parle plus d'1 an après, il a évolué ses goûts, on a grave des goûts similaires, et la volonté commune, elle n'est pas de faire un coup business, pas du tout, elle est vraiment purement de faire un rêve, tu vois, d'enfance. Et du coup, j'en développe le projet, on rencontre un premier éditeur comme ça, cette personne nous dit, elle a raison, il va falloir, si vous voulez, parce que nous on voulait s'entourer d'un dessinateur, mais qui a une vision d'auteur. Et donc une troisième personne. On n'est pas légitime à le faire, quelqu'un d'un peu plus légitime, et même, tu vois, de structurer un peu, parce qu'on est des cerveaux un peu évasifs, et d'avoir quelqu'un qui est là à plein temps sur le projet. Ça se fait pas parce que on trouve pas la bonne personne. Il y a des propositions de personnes, mais c'est pas la bonne personne. Et c'est début 2023 que on fait la rencontre de Charles, du coup, qui est dessinateur. On fait sa rencontre, fit incroyable, vas-y, on lance le projet, mec. Tu vois, le projet, il dormait. Et en fait, ça attend. Mais tu vois, la rencontre, elle serait arrivée 5 ans après, on aurait pu la lancer 5 ans après. Ouais. T'attends la bonne rencontre, quoi. Et on développe ce projet de manga. Et du coup, c'est parti, quoi. En mode, vas-y, les gars, on le fait. Alors, ça a mis beaucoup de temps à démarrer, parce qu'on crée un lore, c'est un peu de la science-fiction, il y a un univers et tout, tu vois. Et du coup, c'est un vrai casse-tête. C'est-à-dire que là, je me rends compte que quand on se lance dans un projet aussi gros, c'est quand même vraiment très gros, on a une fatigue mentale, mais hyper facilement, tu vois. Tu vois, si je te dis, tu fais 3 heures de montage, ça peut aller, tu vois. 3 heures d'écriture, de remise en question, de challenge, tu ressors, t'es épuisé, tu vois. Ouais. J'avais pas goûté à ce truc-là, tu vois. Mais là, vraiment, on se casse le crâne pendant un nombre de réunions assez incroyable. Et puis en parallèle, lui, il dit, on est sur ce projet de manga, et il dit, mec, il a le projet de monter l'Everest, tu veux réaliser le projet? Tu vois, parce qu'à la base, en fait, il y a le projet manga qui est lancé avant ça, quoi. Ouais. Et du coup, de ouf. Enfin, à la base, j'ai dit non. Ah ouais? Ouais, non, parce que je trouvais l'idée trop cliché. Ah ouais? Et je te jure. Et après, c'est une discussion avec Samy, le producteur du projet, que tu connais, et qui, en fait, fait, mec, il y a peut-être un truc cool à faire, tu vois. Vas-y, ok, on y va, on verra. Qu'est-ce qu'il t'a dit pour te retourner ton avis Il m'a dit, en gros, ça peut être un nouveau... en fait, Inès, il input des projets, et puis il voit après, tu vois, mais il a quand même une vista. Là, il se dit, je vais le financer avec des marques, plusieurs marques sur le même contenu. C'est pas un truc qui existe vraiment de base sur YouTube, tu vois. Okay. Souvent, c'est une marque et un sponsor, tu vois. Il dit, vas-y, je veux mettre une balle, tu vois. Juste la volonté, elle était trop cool, et en fait, et on n'a pas de diffuseur à ce moment-là. Enfin, il veut diffuser sur YouTube. Et ça, c'est pas de contrainte. La contrainte, c'est juste, vas-y, comment on pousse le projet au maximum. C'est un projet rêvé, en vrai. Donc, du coup, quand tu me dis qu'ils veulent pousser au maximum, il y a vraiment volonté de faire
quelque chose de visuellement hyper Ouais. abouti. Ouais. Et c'est ça qui te séduit. Et pour le faire, il faut le financer. Et donc, du coup, c'est là où vous faites intervenir des marques. C'est ça, exactement. Ok. Il le fait financer par des marques. C'est lui qui a eu l'idée pour le coup. C'est lui et son commercial qui arrivent à le faire. Et qu'on se casse le crâne comment bien intégrer les marques, tu vois, parce que c'est pas un exercice qui se fait dans le documentaire. Très rarement, tu vois, où c'est pas comme avec les codes de YouTube, tu vois, c'est d'autres codes. Et en fait, c'est même la volonté en fait de faire un gros projet sur YouTube. Moi, j'ai vachement grandi avec cette culture. Ok. Me dire putain, je peux le faire. Mais pareil, ce qui comptait dans ce projet, c'était pas tant s'il allait faire l'Everest ou pas, c'est vas-y, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon. Tu sais, je me cassais le crâne sur le développement du personnage et tout. En fait, ça s'est fait naturellement. Il a juste le mec évolué, sincèrement, tu vois. Dans le documentaire, on raconte l'évolution de lui. Ouais, d'un humain, ouais. Mais elle est vraie, tu vois. Et Ouais, en ouais. fait, j'ai juste beaucoup filmé. Beaucoup filmé. Et comme on bossait sur le manga en parallèle, on était souvent aussi ensemble. Plus le truc, du coup, bah, ça fait que on avait ces deux projets en parallèle. Le documentaire m'a pris beaucoup de temps à partir du moment où il est parti à l'Everest. Et du coup, moi, je l'ai suivi jusqu'au camp de base. Je suis resté 1 mois au camp de base. Donc un peu sport, mais rien à voir par rapport à lui, qui, du coup, monter l'Everest. Pour le coup, vraiment sport. Ouais. Je vais essayer de te détourner de tout ça parce que je pense que t'en as plein de fois parlé et je pense Mm. que s'il y a des gens que ça intéresse, je suis sûr qu'il y a déjà les réponses à plein d'endroits. Ça se situe où, du coup, ton envie de pub dans tout ça et comment tu arrives à faire tes premières pubs? Comment tu te rapproches de ce milieu-là? Ok. J'ai mes premiers projets de clips qui existent, où il y a un peu de budget, et j'ai conscience que le clip n'est pas un marché pour vraiment en vivre. Et que j'ai quand même un petit peu conscientisé le fait de répondre à un marché pour pouvoir faire les projets que je veux. Du coup, j'ai cette volonté de faire de la pub et je rencontre du coup IDZ, la boîte de prod avec laquelle j'ai fait un stage. Ok. Et là, pour le coup, ils m'ont mis sur le marché de la pub avec Ok. mes premières pubs. Enfin, j'ai fait plein de pubs qui étaient vraiment pas très bien, tu vois, et je débutais dans ce milieu, c'était des petites pubs et tout. Du coup, j'ai pas mal bossé avec eux jusqu'à rencontrer Big, les producteurs chez Big, du coup, l'année dernière. Ok. Et voilà, j'étais déjà sur le projet du manga et du documentaire. Et moi, j'ai toujours adoré l'exercice de la pub. Et en fait, s'il y a vraiment un truc que je kiffe dans ça, c'est ce concept de Lego. C'est qu'en fait, mine de rien, quand même, tu as un peu de budget. Tu sais, quand tu m'as dit Lego, j'étais sur Lego. Je me suis dit, mais on Non. dit l'inverse de tout à l'heure. Là. Non. De fabriquer, tu vois, avec une équipe, Ouais. un projet qui va pas te prendre 1 an. Ouais. Et qui est kiffant, tu vois. C'est ce qui est amusant, c'est fabriquer le projet. Tu vois, c'est ça que j'aime. Et avec des gens que j'aime aussi, tu vois. Et tu peux soulever des gens, tu peux soulever des équipes sans dire, les gars, il n'y a pas trop d'oseille ou quoi. En fait, tu es dans une économie qui est un peu plus confortable que le clip ou que la fiction, généralement, par rapport au nombre de secondes que tu dois délivrer, tu vois. Et du coup, tu peux fabriquer plein de trucs cool. Tu peux avoir une idée un peu originale et te dire, vas-y, on la tente. Et tu as une énergie qui existe dans ce milieu qui est trop bien. Et du coup, c'est ça que j'adore, moi, tu vois. C'est quand tu as... Encore plus quand tu t'entends bien, tu as la bonne team de créa, tu vois, le client, et tu as tout ce truc de les équipes de fabrication et cette cohésion globale pour délivrer un bon film. C'est archi cool en vrai. Et c'est un milieu qui est trop bien pour ça. Là où, quand tu fais du clip, encore une fois, un marché qui existe moins maintenant, tu le fais vraiment. Tu peux pas en faire beaucoup, ça te prend une énergie énorme, tu vois. Ouais, bien sûr. La pub aussi te prend beaucoup d'énergie, en vrai. Mais le clip, de par les limitations économiques, les ambitions à chaque fois et tout, c'est délicat d'en vivre. Donc là, tu as vraiment ce truc parfait. Ouais, moi j'ai souvent considéré que c'était un peu des vases communicants. Mais donc du coup, qu'un clip te permet de potentiellement avoir de l'expérience et des images pour te vendre sur une pub. Et la pub va te ramener de l'argent pour pouvoir compenser le fait qu'il n'y en ait pas sur le clip. Mais c'est vachement dépendant aussi de la fatigue mentale que ça peut demander de faire du clip. Et donc du coup, que tu t'y retrouves créativement dans la partie clip. Et ça, c'est de plus en plus compliqué. Et puis ça, je pense que c'est compréhensible aussi pour les artistes qui veulent peut-être un peu plus contrôler leur image, qui ont moins de budget. Mais en tout cas, c'est intéressant le lien qu'il y a entre ces deux milieux-là. Bah ouais, moi, je te dis, même fabriquer de la pub,
en vrai, t'arrives, t'as des contraintes de base, tu dois répondre à plein de trucs, et du coup, les Lego, ils sont grave intéressants. Ouais. Tu vois, genre, J'avoue. des fois, dans du clip, t'es très ouvert, mais du coup, t'as moins le cadre, ou Hmm. ça dépend de l'image d'artiste, et tu vois, c'est un autre exercice. Et vraiment, la pub, le fait de fabriquer, et pareil, hein, c'est un truc où, du coup, t'as plein de gens, pour le coup, tu fabriques avec plein de gens, plein de talents, du coup. Et ça, c'est le meilleur jeu. Hmm. Moi, je pense que ouais, j'ai pas l'impression de travailler, j'ai plus l'impression de jouer. Ouais, j'avoue. En vrai, hein, je sais pas Franchement, toi. non, moi, complètement. Il y a plein de fois, je me dis, mais pourquoi vous me payez alors que Bah ouais, ouais, ouais. je le ferais Mais peut-être tu vois, gratuitement? en fait, de mes 8 ans à mes 18 ans, j'ai pas fait 1 euro. Ouais. Et je filmais très souvent. Ouais, ouais. Et en fait, c'était gratuit. Et en Et vrai, ça te faisait quand même kiffer. ah, Et mec, c'est c'est incroyable. Je fais partie des privilégiés, je pense que toi de aussi, ouf. Non, mais clairement. d'aimer faire ce qu'on fait. Ouais. Et je pense que pour continuer à aimer faire ce qu'on fait, il y a quand même une remise en question constante. Du coup, des nouveaux outils, des nouvelles visions. Ouais, ouais. Il y a une course qui est un peu fatigante, hein, tu vois. En Qui- vrai, t'as quand même ouais. tu vois, c'est quand même se dire, putain, ok, c'est quoi les prochains moves? Comment t'es dedans? Qu'est-ce que t'aimes fabriquer? Parce que t'évolues en même temps. Du coup, t'as fait tel projet, qu'est-ce que t'aimes après ça? Bah ouais, ouais, c'est pour ça que je te posais un peu la question sur la fiction. Je pense que c'est pareil. Je pense que après, c'est pas mal que tu aies fait un manga et que tu sois aussi dans d'autres sphères. Je pense que c'est bien de pas rester que dans la pub et de pouvoir aller grappiller des expériences Bah, un peu partout. moi, je suis hyper admiratif d'un Woodkid. Du coup, on l'a rencontré. Ouais. Et j'ai grave kiffé la vision du mec. Et en fait, ce mec-là réalise des pubs. Ouais. Il compose. Là, ce qu'il compose, c'est hyper balèze. Les clips qu'il s'auto-fait, enfin, tu vois, qu'il réalise pour lui-même sont hyper ouf. En fait, c'est un artiste à part entière. Et Ouais, Woodkid, c'est un monstre. c'est monstrueux. Ouais. C'est monstrueux, c'est une vista de ouf. Bon gars en plus, tu vois. Genre, le mec, il a toutes les qualités, il fait chier, tu vois. et, euh, et en fait, je suis grave admiratif des cerveaux qui ne font pas qu'une tâche, tu vois. Hmm. Et ça se trouve, je vais tousser. Et ça se trouve, moi, moi j'ai fait aussi de la composition musicale, par exemple, quand j'étais plus jeune. C'est le truc que j'aime, c'est que je fabrique moins bien qu'un compositeur. Par contre, j'ai quand même cette vision-là. C'est vrai que c'est un truc que j'ai fait aussi, ou un Lego auquel j'ai joué. Tu vois, c'était la compo et je faisais plein je sais pas, j'ai dû faire 150 musiques, tu vois, sur FL Studio de mes 14 à mes 17 ans, tu vois. Et pareil, là où Woodkid il est ouf, c'est qu'il est techniquement fort partout. Ouais, ouais. C'est-à-dire que le mec fait la 3D lui-même, tu vois. Il Ouais. réalise lui-même, il compose lui-même. Donc, tu te dis, putain, il n'a pas que forgé son goût, sa vision, c'est même sa technique. J'imagine qu'aujourd'hui, il se délègue de plus en plus quand même. Mais tu vois, demain, Woodkid écrit un jeu vidéo, je suis pas choqué. Genre, alors c'est un artiste complet, tu vois. C'est-à-dire Ouais, que tellement polyvalent que. polyvalent. Ouais, exactement, c'est le mot. Ouais. Et c'est des modèles que j'admire, sachant que moi, ce que j'adore, c'est réaliser. Mais Je t'interdis pas d'évoluer vers voilà. autre chose par la suite. Je pense que je resterai toujours dans la réalisation, tu vois. Ok. Mais d'avoir un projet annexe, créatif autre, let's go. Et passer du temps sur ça, let's go. Après, je reviens à ce que je fais. Et tu vois, des Kian Kojandi, c'est Ouais. aussi des profils alors beaucoup plus mis en avant, lui, tu vois. Il fait du stand-up et c'est vachement son image qui joue. Mais le mec, il termine bref. Et ce qu'il fait, c'est il met je sais pas combien d'années avant de faire son spectacle. Et il lance d'autres projets en parallèle alors que tous les producteurs étaient derrière lui en disant mec, si tu veux te lancer dans le stand-up, on avance, c'est bon, t'es lancé. Ouais. Tous les bons choix de carrière, le bon recul et la polyvalence. Tiens, Orelsan aussi, tu vois. De ouf. Ouais, c'est vrai que t'as tendance à oublier qu'il a fait un film. D'ailleurs, je pense qu'il va en refaire Il en un. fait un. Ouais, ça m'étonne pas. Mais Orelsan sort un manga, t'es pas choqué. Orelsan sortirait n'importe quoi. Enfin, tu vois, il y a trop de trucs où en fait, les mecs ont une ouverture créative et s'associent avec d'autres talents pour faire les choses. Quand Orelsan il fait son film, il est co-réalisateur avec un autre réalisateur plus expérimenté. Ouais. Il s'appuie sur d'autres talents. Et Je me demande même si ça fait pas du mal à des gens, en fait. Tu sais, du coup, que t'aies plein d'artistes qui fassent ça, est-ce que ça donne pas envie à plein d'artistes, je te dis, musicaux, de se dire, ah, en fait, moi, je vais co-réal, en fait. Je vais faire plein de trucs, je vais être 360, et en fait, t'as pas les capacités de le faire. ouais, mais une fois que tu l'as fait et que tu t'es rendu compte que t'as pas les capacités, souvent ça te fait une petite leçon. Si t'as pas pris la leçon, c'est que t'as peut-être eu un manque de vision à ce moment-là. Ouais, peut-être. Mais je pense que du coup, c'est là où parce que tu vois, j'imagine que l'exercice d'un Orelsan,
il est énorme de se dire, vas-y, je connais rien à ce game, j'arrive de zéro et je vais y aller à fond, tu vois. Et je vais bien le faire. Mais du coup, c'est s'associer avec les bonnes personnes aussi. Ouais, c'est vrai. Tu t'associes avec des mecs qui sont expérimentés dans ce milieu, tu vois. C'est le secret, tu vois. Demain, tu veux faire un truc sur une culture. Tu vois, combien de médias ont essayé de faire, de plateformes ou quoi, ont essayé de faire des contenus sur le rap sans connaître la culture. C'est toujours très mal vu, tu vois. Ouais. Par la culture, nous, on a essayé de s'attaquer à la culture de l'alpinisme. Ouais. Tu vois, on a voulu le faire le plus honnêtement possible. C'est hyper délicat, donc on s'appuie sur des gens de l'alpinisme, tu vois. Et on a, nous, sur le documentaire, Mathis Dumas, qui est l'incarnant de cette culture, tu vois. Et on veut respecter la culture quand on le fait. Et c'est hyper dur quand tu arrives dans un game, le manga, pareil, tu vois. Mec, comment tu arrives, tu respectes ce milieu, c'est quoi les codes, et tu sais, sans avoir traîné 15 ans dedans. C'est balèze, c'est sûr. Comment tu rencontres que c'est une bonne personne? Quelqu'un? Un bon talent, la bonne personne, tu dis souvent. Et je trouve que, en tout cas, c'est une notion intéressante. Tu m'en as parlé récemment et je me suis dit, ouais, c'est hyper pertinent. Ouais, j'avais dit quoi? T'avais dit qu'en gros, il y a des fois, c'était juste la personnalité. Ouais. Ah ben ça, c'est le truc de un Xavier Niel, tu vois, je reviens à l'entrepreneuriat. Limite, il investit dans des humains plus que dans des boîtes. C'est qui est le mec derrière, tu vois, cette boîte. Et du coup, la personnalité, l'énergie qui brûle, tu vois. Il y a un truc qu'on parle avec des potos, c'est l'énergie du prouveur. Ok, trop bien. Cette énergie, elle est trop forte. Quand tu as envie de prouver un truc, tu peux avoir une puissance. Tu vois, et il y a certains mecs, c'est dans ça où ils trouvent une énergie, tu vois. Quand on a voulu sortir le documentaire, on avait cette énergie. On s'est dit, vas-y, on n'a jamais fait, on va essayer, tu vois. Et je sais que t'as des gens, ça c'est une plus-value. T'as le bon recul, pareil. Mais je pense qu'il faut une petite dose de folie, je sais pas, ouais. Et puis je pense que j'aime bien aussi... c'est dur de travailler avec des gens avec qui ça ne fit pas humainement. Donc déjà, ce fit humain, il doit être important. Et après, moi, j'aime bien cette logique d'équipage, de construire des gens, enfin de bosser avec des gens avec qui tu peux aussi construire à long terme. C'est vraiment important pour toi, ça? C'est pas toujours nécessaire, mais je pense que t'es plus fort quand tu vois, quitte à que ces gens-là évoluent dans leur game, et après tu les rappelles sur un projet 5 ans après, tu vois. Mais quand t'as fit avec, tu vois, autant passer du temps avec des gens en qui tu crois, plutôt que juste tirer chez cette personne ce que t'as en tiré, et après passer à quelqu'un d'autre ou quoi. J'aime bien construire des choses ensemble, tu vois. Bah, je suis totalement d'accord avec toi, mais je me dis, c'est vrai qu'en tant que réalisateur, des fois, ça doit être attirant de se dire, je vais prendre le mec qui a fait ça, plus que le mec avec qui j'ai déjà fait des trucs, parce que... Qui sera le plus déter? En vrai, tu vois, l'énergie, elle est sur les gens et pas sur... Ouais, mais ouais. Non, mais moi, en vrai, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, et moi, justement, je me dis que le développement humain que tu peux avoir avec, entre un technicien et un réalisateur, il décuple vraiment ce que le technicien il peut t'apporter sur un projet. C'est un talent. Chaque humain est un talent, tu vois. Et je pense que c'est ce qui marche aussi chez... Encore une fois, je reviens à l'entrepreneuriat, mais chez plein de boîtes, tu vois, où plein de choses existent parce que c'est les bons humains aux bons endroits. Et je pense que c'est une vraie vision qu'on doit avoir. Mais il y a un truc limite cynique quand tu dis talent, tu vois, quand tu le compares à une entreprise. Bah, c'est-à-dire... Bah, parce que du coup, moi, en fait, j'aimerais bien qu'on... Moi, c'est, je pense, des relations humaines. C'est que je pense que j'aimerais qu'on pense que je suis la personnalité qu'il faut parce qu'on a cette alchimie qu'il faut, tu vois. Alors... Que c'est pas que le talent, entre guillemets. Mais le talent, ce que je veux dire par ça, c'est que c'est le bon humain à la bonne place. Ok. Du coup, ça prend en compte ce que tu dis. Ouais, carrément. C'est pas simplement le meilleur mec, le plus fort pour je sais pas quoi. C'est juste, est-ce que dans l'alchimie globale du groupe, des fois, tu as des groupes, tu as un mec, il est là, et c'est le rayon de soleil qui donne l'énergie positive au groupe. Même si c'est pas le plus fort techniquement du truc, et c'est grave important cette alchimie. Et du coup, pour moi, c'est ça, c'est l'alchimie de tout ce groupe et l'humain. Et il va dans le mot talent. Bien sûr, je te taquine. C'est juste, tu sais, t'as souvent des agences, ils vont te dire, voilà, voici nos talents. Tu vois. Ah, c'est vrai que alors toi tu l'associes, c'est vrai que t'as beaucoup entendu ça. T'inquiète, en vrai, je te taquine parce que je sais que tu veux pas dire ça. Exactement, mais tu fais bien de le dire du coup parce qu'en effet c'est pas ce que je veux dire. C'est vrai que t'as raison. Je sais. Je regarde.
C'est fou les questions que j'ai marquées. Alors, par rapport à ce qu'on vient de dire, des fois, je me dis waouh. Pourquoi? Bah, parce que tu sais, c'est hyper formel. En fait, forcément, dans une discussion. Ouais, bien sûr. Non, peut-être, je pense que ça va être ma dernière question. T'aurais fait quoi si t'avais pas fait de la réalisation? Ça aurait été quoi ta vie À la base, je voulais partir. Enfin, je te dis, j'étais un peu perdu avant de voir cette conseillère d'orientation qui m'a dit que la vidéo est un métier. Je serais parti dans des études plus classiques, aucune idée dans quoi. Mais je pense que j'aurais créé des trucs en fait. Parce que là, c'est primaire. Chez moi, c'est vraiment primaire ce truc, ce besoin de créer. Donc je sais pas ce que j'aurais fait, ça aurait été un truc artistique. Ça se trouve, ça aurait été du graphisme. Ça se trouve, ça aurait été des effets spéciaux. Ça se trouve, ça aurait été. En fait, je me serais retrouvé dans ça. J'ai l'impression que j'ai un truc qui me motive profondément à créer des choses, qui est pas trop explicable. Et j'y serais revenu plus ou moins de loin, tu vois. Peut-être pas via la réalisation, en effet. Je pense que si j'avais pas si j'avais pas été réalisateur, je serais peut-être dans un autre métier, mais qui serait dans la création. Mais création, ça se trouve, il y a peut-être un monde où je suis menuisier, hein, tu vois, je sais pas. J'en doute parce que j'aimais bien créer des trucs derrière mon ordi. Donc je pense que j'y serais revenu à ça, tu vois. Créateur de Lego. Bah, c'est ce que c'est mon métier maintenant. Vas-y, bah merci beaucoup, Basile. Merci mon beau gosse, tu fais plaisir.